Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire. La voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Le 14 mars 2017, un beau soleil illumine la capitale. C'est l'émission au recueil qui se consacre aujourd'hui pour sa partie artistique à Gilbert Père, électromécanomaniaque. Voilà, on va bien se marrer. Bon, et tout de suite, ma camarade Pichaikou, qui est toujours très vive, voilà, pour mettre son grain de sel. Non, je déconne. Va vous lire un extrait tiré d'un ouvrage de Tinguely. Ouais, alors c'est vrai qu'on a visité donc cette expo à l'Halle Saint-Pierre et j'ai cherché un petit peu des textes qui pourraient imager un peu tout ça. Et c'est toi, Robert, qui a eu cette idée en me disant va voir du côté de Tinguely. Parce que Gilbert Père, j'ai rien trouvé écrit de sa main. J'ai vu pas mal de petites vidéos où il parle de lui, il s'explique. Mais lui apparemment a pas écrit. Et c'est vrai que Tinguely a quand même il y a une parenté avec le travail de Tinguely. Même si quand Gilbert Père a commencé à travailler, en fait, à bidouiller tous ces objets de récup, il connaissait ni Tinguely ni Calder. C'est après qu'il a pris un petit peu une connaissance d'histoire de l'art. C'est un autodidacte. Ouais, c'est complètement un autodidacte, donc il a connu Calder et Tinguely par la suite. Et là, donc, c'est un écrit de Tinguely qui va parler un petit peu de toute l'attirance qu'il a eue quand il était jeune, de l'eau, du ruisseau de son enfance, et puis après, qui va l'amener aux fontaines assez monumentales, qui travaillera, donc, qui fera avec Niki de Saint-Phal. Donc voilà, c'est un texte en fait qui pourrait aussi inspirer tous les bidouilleurs et bricoleurs en herbe qui nous écoutent. Des machines à sous, j'ai commencé d'en construire tout gosse. Le samedi, notre jour de congé, je partais au petit matin, un sandwich dans la poche. Mon but était un coin de forêt fermé, tout en haut par les arbres, et traversé par un ruisseau médusant. Ça et là, des fantômes de fleurs, une herbe noire et des troncs noueux. Mais surtout, une merveilleuse situation sonore, un vide intense, constellé de chétifs bruits bizarres, difficilement identifiables. Et si par inadvertance, dans une tache d'ombre, je marchais sur une branche, l'éclat d'un orage me répondait. Je voulais participer à cet environnement de son. Alors je creusais des petits trous dans le lit du ruisseau. Avec des pinces et des bouts de fil de fer dégotés dans les décharges publiques, je confectionnais des roues, des pales, un axe, une canne surmontée d'un petit marteau, souvent un vieux boulon rouillé ou une pierre emmaillotée de fil de fer, qui retombait sur une boîte de conserve, une bouteille, un morceau de verre. Les roues, évidemment, je les bricolais de grandeurs différentes. Elles tournaient donc à des vitesses différentes. En outre, je les disposais à des endroits où le cours était là plus rapide, ici plus lent. Bref, je plaçais un élément sonore, une roue, une canne, un marteau, tous les 2 ou 3 mètres. Le soir, quand on y voyait goutte, je m'en allais, laissant derrière moi un orchestre de 50 mètres de long, et qui fonctionnait. J'ai beaucoup construit par la suite, mais jamais mieux que ça. Ce n'était pas de l'art, mais un événement. J'imaginais un spectateur innocent, un chercheur de champignons, un garde forestier, qui serait arrivé là et aurait découvert mon orchestre, éraillé peut-être par une petite branche venue coincer une roue. Quand je revenais le samedi suivant, 3 ou 4 éléments faisaient encore ping, cling, pong. Alors je réparais le tout. Je conseillerais à beaucoup d'orchestres d'aller jouer au moins une fois dans la forêt. Mais même s'il n'y a pas de place pour le public, la forêt répond mieux, elle est plus molle, elle est meilleure qu'une salle, même si parfois un public de 10 000 personnes peuvent conférer à celle-ci une certaine tendreur. Voilà donc ce texte de Tinguely. Une certaine tendreur. Ah ouais. Ah c'est un mot que j'ai jamais entendu. Ouais. C'est peut-être un mot qui a été inventé. Qui a été inventé par Tinguely, ouais. D'accord. Bon oui, Tinguely, c'est si vous voulez, dans l'imaginaire populaire, je suppose que c'est la machine, c'est celui qui animait les objets, les choses. Voilà, c'est un espèce de magicien, de transformateur de la matière inerte en matière vivante. Voilà, c'est assez. Et c'est vrai qu'il y a à côté de Pompidou, là, il y a quelques objets de lui et de Niki de Saint-Phal. Ouais, aussi, c'est la fontaine de Stavisky, là. Voilà, c'est ça. C'est assez. Là, c'est vraiment on peut qualifier ça d'art. Oui, c'est aucun doute que
ça mérite ce titre de travail d'artiste, de pièce d'artiste, de sculpture en quelque sorte, de sculpture vivante. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on va vous expliquer après avoir découvert cette expo de Père à la Halle Saint-Pierre, voilà, qui est évidemment qui n'est pas donc un fils putatif de Tinguely, puisqu'il le connaissait pas quand il a commencé. Donc c'est encore plus intéressant d'une certaine manière. Ouais. Pendant les rares moments de pause où il ne répare pas quelque chose, il cherche l'endroit disponible où on peut encore planter un clou. Le clou qu'il enfonce à la place du clou d'hier, il le remplacera demain par un clou meilleur, le même qu'avant-hier d'ailleurs. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Au cours d'une de mes grossesses, devant lui je pestais sans cesse contre l'incroyable cherté d'une layette de bébé. Mais lorsque l'enfant vint au monde, je vis avec une joie profonde que mon mari s'était débrouillé pour me le faire tout habiller. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. À l'heure actuelle, il fabrique un nouveau système électrique qui va permettre à l'homme enfin de faire de l'eau avec du vin. Mais dans ses calculs, il se trompe et quand on veut boire à la pompe, il nous arrive d'ingurgiter un grand verre d'électricité. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Comme il redoute que les canailles convoitent ses rabots, ses tenailles, en se couchant il les installe au milieu du lit conjugal. C'est commode, je vous jure. Et souvent la nuit je m'éveille en rêvant aux monts et merveilles qu'annonce un frôlement coquin, mais ce n'est qu'un vilain requin. Mon Dieu quel malheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu quel malheur d'avoir un mari bricoleur. Le bricoleur, Patachou. Oui, et je répète, comme je le fais à chaque pause, après chaque pause musicale, vous êtes enfin, vous arrivez sur Radio Libertaire. La voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, l'émission Art Racaille, qui consacre son temps artistique aujourd'hui à un électromécanomaniaque, j'aime bien l'expression, du nom de Gilbert Père. Voilà. Alors, nous sommes allés avec mes camarades Pétécou à la Halle Saint-Pierre il y a quelques semaines. On avait complètement zappé qu'on y était allé d'ailleurs. Mais ça nous a bien plu. Ça nous a bien plu. Hein. On a été voir une expo consacrée au travail de cet individu. Et on n'a pas été déçus. Enfin, on a été assez enthousiasmés par ces pièces. Quand elles sont inertes, un peu moins quand elles commençaient à bouger. Mais, on vous en parlera dans le culturel, on a vu un film de Genet, qui s'appelle comment? Qui s'appelle Micmac attire l'arigot. Micmac attire l'arigot. Genet qui a été inspiré justement par les pièces de Gilbert Père et qui est là, si vous voulez, si personnellement, parce que je ne vais pas parler à la place de ma camarade, si j'avais vu ce film avant d'aller à Saint-Pierre, j'aurais pas eu le même regard sur le travail de cet artiste autodidacte. Ah bah c'est dommage. C'est dommage, ouais, que j'ai pas pu le voir avant pour en profiter plus. Mais c'est vrai que c'est peut-être une exposition qu'il faudrait peut-être aussi voir plusieurs fois. Justement. Oui, peut-être. Ouais, oui, aussi, oui, bien il y a sûr. quand même pas mal de pièces, quoi. Alors moi, je vais faire sa bio, hein, comme j'ai l'habitude de le faire quand on présente un artiste. Donc Gilbert Père, il est né en 1947, ce qui fait qu'il a 70 ans, quoi. Il va avoir 70 ans.
Il passe son enfance à Hanau. Hanau, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. Et rapidement, très, très jeune, il préfère en fait construire ses propres jouets. Il trouve des matériaux de récup et en fait la fabrication est pour lui le jeu. Alors il a un tournevis, une paire de ciseaux et avec ça il bidouille et ces objets prennent forme. À 16 ans, il passe un CAP de serrurier à Digne, un métier qu'il ne va pas exercer plus de 6 mois. Et ensuite il devient soudeur. Mais c'est pareil, sans grand succès. Et après cette première incursion dans le monde industriel, il va exercer différents métiers. À 22 ans, il travaille par exemple comme garçon de café à Paris, place de la République. Donc c'est là qu'il réalise ses premières sculptures figuratives, dans une matière qu'il invente. Il lie de l'argile et du papier avec une solution chimique. Et après la fermeture du café, comme il touche le chômage, il se met à créer avec plus d'assiduité. Il va exposer ses premières sculptures à la galerie Boutet, à Montvelle. Il est embauché aussi comme gardien du Louvre pendant 3 mois, ce qui va lui permettre de découvrir Cézanne et Degas. Et à 30 ans, il franchit une étape importante. Il fabrique des jouets à roulettes avec des boîtes de conserve qu'il récupère et puis il va vendre tout ça au puces de Clignancourt. Et en fait, ces objets se vendent très rapidement, ce qui l'encourage à persévérer. À la fin des années 70, il s'installe dans une petite boutique à Montmartre où il présente d'étranges sculptures jouets articulées. Et là, le public commence à trouver à sa création une valeur artistique. Et en 87, ces sculptures sont montrées à l'Halle Saint-Pierre. Ensuite, dans une galerie, c'est la galerie Mostini et la galerie Duval-Duneur. Dans les années 80-90, il participe à de nombreuses expositions collectives, quand même, comme la FIAC, la Fondation Cartier, le musée Bourdelle. Et il commence donc d'un travail qui a commencé pour lui en fait avec des manivelles, avec des poids. Il va suivre un peu tous les progrès de la technique. Donc il va rajouter de l'électricité, après il va rajouter de l'électronique et puis finalement de l'informatique. Mais tout ça effectivement en autodidacte, donc à se pencher sur les recettes et puis à essayer de les appliquer, quoi. Et au cours des années 90, donc il s'initie, c'est ça, à l'électromécanique, grâce au contact établi avec un ingénieur dans une société d'électronique. Donc il apprend aussi cette programmation informatique et finalement il devient un petit peu un croisement entre l'ingénieur, le plasticien, le mécanicien et le poète. La technologie lui permet d'envisager donc des mises en scène de plus en plus ambitieuses. Et au début des années 90, avec la compagnie Foraine, il monte la première chaise qui marche. Puis après, il fera un automate bête machine qui se tient sur un vrai cheval. Et puis, il va mettre tout ça en musique et en danse. Et on aura donc des objets de plus en plus complexes. Il va parler de sculpture opéra, il va faire un piano qui se réveille. Ou alors ce soir, on tue le cochon. Et tu parlais donc du film de Genel, là, effectivement. Donc Genel a repéré son travail. Il lui a donc proposé d'insérer ces 2 figurines. On en voit au moins 2, peut-être 3 même. 3, on doit en voir 3. Le rap danse, le haltérophile et puis la danseuse. Et il a petit à petit fait quand même des rencontres. Donc il a des nouveaux partenaires. Il a des partenaires comédiens comme Achille Orsoni. Il a des musiciens comme Gérard Pesson et Jean Pacallet. Il a un ingénieur électronicien comme Robert Breton et tout ça lui permet donc de concevoir des performances de grande ampleur. Il va aussi faire un opéra qu'on peut voir, une partie de cet opéra qu'on peut voir à la Halle Saint-Pierre. Ça s'appelle Cupidon, propriétaire de l'immeuble situé sur l'enfer et le paradis. C'est un opéra qui monte en 2009, qui a tourné aussi un peu partout à Paris et en Europe. Et là, lui, il continue il vit et il travaille à Aubervilliers. Enfin, je ne sais pas s'il vit, en tout cas, il travaille à Aubervilliers. Il a un grand atelier. Apparemment, il y a d'autres artistes qui travaillent à côté de lui. Et il continue de créer donc ces machines un peu spectaculaires, des machines qui sont quand même plutôt extravagantes, animées, enfin un vrai spectacle vivant où on mêle un peu d'humour, un peu plein de choses qui lui passe par la tête, quoi. Il dit qu'il démarre apparemment sur un mot, une idée, et puis il se penche là-dessus. Et quand on voit son atelier, c'est assez magique, effectivement, c'est immense, et il y a un tas de matériel, il y a plein de choses là-dedans, que ce soit des têtes de poupées, des choses en ferraille, enfin il y a tout ce qu'on veut, quoi. Oui, c'est assez... Oui, bien sûr, ces artistes autodidactes
qu'on pourrait dire aussi un peu outsider, un petit peu hors norme, voilà. Ils ont une invention si prolixe, je veux dire que on est un peu comment submergé et même submergé aussi par, si vous voulez, il y a eu des pièces dans cette exposition qui s'apparentaient plus à un fouillis d'inventions. Là, il faut, et comme le suggérait Piquet tout à l'heure, il faudrait peut-être y refaire un tour ou deux, quoi, pour arriver quand même à débroussailler un peu tout ça, parce que c'est quand même très très riche. On est par groupe, donc, avec une nana qui nous explique ceci ou cela, ce que je déteste d'ailleurs d'une manière un petit peu. Bon, bref, c'est une maladie chez moi, j'aime pas du tout. Là, c'est dû à la fragilité en fait des installations. Voilà, c'est effectivement, ça. Chacun peut pas arriver, appuyer sur le bouton pour le mettre en route. Voilà, les œuvres, elles tiendraient pas l'exposition. Non, bien sûr. Mais enfin, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que hormis dans ce film dont on vous parlera tout à l'heure de Jean Genet, là, pas Jean Genet, Jean-Pierre Genet. Jean-Pierre Genet, oui. Si vous voulez, elles pourraient très bien se passer, ces pièces de mouvement. Elles sont belles en elles-mêmes. Il y a une inventivité, il y a une plasticité avec des couleurs qui sont vraiment étonnantes, très riches, et en même temps, voilà, il y a quelque chose dans ces sculptures, en quelque sorte, qui se suffisent. Elles se suffisent à elles-mêmes, voilà. Disons que le mouvement, en plus, qui se justifie justement dans ce film de Genet, mais que je trouvais un petit peu difficile, peut-être à cause de cette jeune femme dynamique qui nous cornaquait là. Bon, ouais, comme j'aime pas ça, évidemment, ça me file un voile devant les yeux et ça me paralyse un petit peu les circonvolutions cérébrales. Ouais, parce que moi je suis pas complètement d'accord avec toi. Non, pas sur toutes les pièces, justement. Ouais, non, parce qu'il y a les pièces musicales. On va vous en parler plus tard. Voilà. Bon. Mon paternel qui n'avait pas les pieds plats m'a appris le chimie, les claquettes, etc. Et m'a dit pour gagner ta pitance, la danse, y'a que ça. Mon naturel, moi, c'est d'être obéissant. J'ai suivi ses conseils, mon métier, je l'ai dans le sang. Et ma vie, c'est la vie des artistes, en piste, tout le temps. Un enfant de la balle, ça fait ses mal. Et ça se trimballe partout, n'importe où. Un soir à Rome, le lendemain à Calcutta. J'ai pas le temps, croyez-moi, d'admirer le panorama. Je gambille le samedi, le dimanche. Les planches, c'est ça. Il nous arrive tout de même qu'une fille nous dit je t'aime. Mais lâche ta vie de bohème. Tant pis, je lui dis. Mon paternel qui n'avait pas les pieds plats m'a appris le chimie, les claquettes, etc. Il m'a dit pour gagner ta pitance, la danse, y'a que ça. C'est bon l'amour, mais le boulot quand on l'oublie, le public n'entend pas que l'on soit sorti du lit. Des fois que j'attraperai devant la rampe une crampe, merci. Un enfant de la balle, ça fait ses mal. Et ça se trimballe partout, n'importe où. Des fois, bien sûr, j'ai envie de laisser ça là, d'arrêter l'horizon pour y bâtir ma maison. Mais voilà, quand on fait trop de rêves, on crève de ça. Un enfant de la balle, ça fait ses mal, et ça se trimballe partout, n'importe où. Et quand viendra un beau jour le grand départ, pour très loin, dans un coin où s'arrête le dernier quart, je dirai j'ai rempli mon programme. Sieur, dame, bonsoir. Sieur, dame, bonsoir. Sieur, dame, bonsoir. Sieur, dame, au revoir. Oui, vous êtes donc encore une fois...
Là, vous rentrez dans la caboche, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Je crois que j'avais pas mis mon micro. L'enfant de la balle, Eddie Constantine. J'étais en pleine conversation avec une auditrice super, donc qui me parlait de Gilbert Père, qui avait un spectacle au Bervier, et surtout qui a été remonté contre justement tous ces par rapport au billet que tu faisais contre les électeurs qui sont les pires crétins, puisqu'effectivement ils continuent de voter. Ça me faisait plaisir, on était en pleine discussion. Ben, c'est bien de rencontrer de temps en temps des auditeurs qui nous confortent dans nos péchés mignons, de cracher sur tout ce qui bouge. Ouais. Voilà, c'était donc, bah oui, c'est l'émission à racaille, en même temps vous connaissez, on est crachouilleurs, nous. Consacré aujourd'hui à Gilbert Père, un électromécano maniaque, voilà. Alors ça se passe à la Halle Saint-Pierre, on y est allé donc avec mes camarades Piquet-Coup. La Halle Saint-Pierre, c'est très particulier. Moi, je suis pas, comment dirais-je, je suis un petit peu toujours coincé dans je sais pas pourquoi d'ailleurs, dans cette Halle Saint-Pierre. Voilà, il y a des très belles choses qui s'y passent, qui s'y déroulent, mais je suis surtout en rogne à cause de pas leur bibliothèque, leur librairie, là. Il y a des centaines de bouquins fabuleux et tout, mais bon, évidemment, quand on a une bourse un peu plate, c'est difficile Alors, je me sens frustré, voilà, c'est ça qui explique peut-être ma ire ou mon espèce de paralysie quand je suis à la Saint-Pierre. Ouais, faut que tu dépasses ça, parce qu'au contraire, c'est super d'avoir tous ces bouquins qu'on voit. Il y en a plein qu'on trouverait pas ailleurs. Ah non, qu'on trouve pas ailleurs. On peut s'installer, ils sont cool, on peut bouquiner un peu sur place. Non, mais c'est magnifique, c'est vraiment une caverne d'Alibaba pour les gens qui aiment les catalogues d'expo. Il y a tout. Voilà. Bon, alors, bon. Et il y a toutes les œuvres de Dubuffet, toi qui aimes bien Dubuffet. Bah oui, j'aime bien les buffets, mais je peux pas me les payer, quoi. C'est ça qui me fait chier. Mais on n'est pas là pour pleurer, hein, Robert. Non, on n'est pas là pour pleurer, mais c'est pour expliquer aux auditeurs pourquoi peut-être je suis un peu chagrin avec cette exposition de Gilbert Père, qui mérite pas ça. Bon. Parce que déjà ma camarade Piquet-Coup me regarde d'un air c'est ce que je veux dire, quoi. Donc je te laisse la parole. Bah non, c'est ta partie, donc on va parler un petit peu de tout ce qu'on a vu, on peut passer en revue quelques œuvres. Moi là où je suis complètement d'accord avec toi quand tu parles d'une œuvre qui n'a pas besoin d'animation, je pense particulièrement à cette cage avec des oiseaux qui est absolument magnifique. Là pour le coup c'est une œuvre d'art, quoi, cette sculpture. C'est de l'orfèvrerie. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très beau. Et bon, le gag, c'est qu'effectivement tout ça bouge un petit peu. Il y a un système où il faut appeler un numéro de téléphone, ce qui met en route la cage. Donc c'est du gag. Donc vu sur le gag, c'est sympa. Mais je trouve que l'objet est vraiment très très joli. Oui, ça le dévalorise un peu, ou ça ne le met pas vraiment en valeur de devoir faire toutes ces manips un peu con, faut le dire. Ouais, mais c'est parce que nous, en fait, je pense qu'une fois qu'on plonge dans ce jeu, parce que c'est quand même complètement un jeu d'arriver à mettre tous ces objets en mouvement, de trouver le truc. Moi, sur une vidéo, on le voit qui commence à ouvrir une valise, à la fermer. Donc, il a compris comment activer ça. Et puis après, il dit, après, il faut régler le temps d'ouverture, de fermeture. Donc j'imagine que quand on plonge là-dedans, on se passionne forcément, et c'est peut-être des fois un peu le défaut, c'est qu'on sait plus s'arrêter au bon moment, quoi, parce qu'on est pris on a la tête dans le guidon, quoi, on est pris par la passion, quoi. Ouais, absolument. Je suis pas un fanatique des choses qui bougent. Je pense qu'elles bougent suffisamment dans ma tête que j'ai pas besoin de les voir bouger en vrai. Mais par contre, je suis extrêmement, comment dirais-je, séduit, c'est un petit mot un peu réducteur, mais par son inventivité, comme je l'ai déjà dit, par la beauté de ses pièces, quoi. Voilà, c'est tout simplement beau. Ce sont des sculptures qui peuvent s'animer. Bon, c'est pas forcément rédhibitoire, mais bon, moi, comme je suis assez satisfait de les voir comme ça à l'arrêt, je sais pas comment, mais je pense que pour certaines, en tout cas, le mouvement est absolument pas nécessaire, quoi. À moins qu'ils rentrent dans, je sais pas moi, une espèce de théâtre, qui soit inclus dans un scénario un peu plus long, qui soit pas réduit seulement à la pièce qui bouge, mais que ça aille beaucoup plus loin, quoi. Ouais, mais lui, je crois que c'est son envie. Enfin, on sent, d'après ce que j'ai pu voir, que
plus il s'est passionné, plus il a eu envie de monter des spectacles à grande échelle. Voilà, c'est ça. Oui. Parce que dans ce film de Jeunet, là, on est vraiment... Alors là, j'étais vraiment, pour le coup, je trouvais que, si vous voulez, le film, enfin, les moments où il se servait du travail de Gilbert Père pour des scènes de ce film, c'était magnifique. Mais en plus, il faut préciser que dans ce film, justement, c'est une bande un peu de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets de bras cassés, qui se retrouve autour de Yolande Moreau dans un espèce de cave qui est une vraie caverne d'Ali Baba. Donc, il y a des personnages, justement, c'est Petit Pierre qui est cet artiste brut qui fabrique des tas de machines rigolotes, et ce sont les sculptures de Gilbert Père qui sont là, quoi. Oui. Mais si vous voulez, là, l'environnement aussi, c'est un bordel invraisemblable de ferraille, de trucs, etc. Ils habitent la demeure et sous un monceau de ferraille, et à l'intérieur, il y a des pièces à vivre, etc. avec Roland de Moreau en mérobe, quoi, voilà, extraordinaire. Et c'est tous, oui, comme le dit Picot, des bras cassés. Et si vous voulez, ça colle vachement bien avec, vachement, vous avez entendu, quand même, chose, avec les objets animés, les sculptures animées de Gilbert Père. Tout ça, c'est un ensemble harmonieux. Elles sont pas déplacées, elles sont pas hors contexte. Elles sont dans leur milieu, elles sont chez elles, là, et on le ressent. Et on arrive, si vous voulez, à dépasser. Parce qu'une expo, c'est toujours quelque chose, pour moi en tout cas, de très réducteur pour les œuvres d'art, quoi, voilà. Et particulièrement pour celles-ci, puisque je vous dis, elles sont presque hors contexte, vous voyez, elles sont les unes à côté des autres, il y a un parcours, alors on appuie sur un bouton gling lang glong, ça vient, on va dire, là, tandis que là, elles baignaient dans leur monde, c'était leur monde, donc voilà. Ouais. Puis en plus, filmé par Jeunet, on sait comment il arrive comment il imprègne sa pellicule justement de cette ambiance entre la poésie, le rêve, la réalité, enfin tout ça effectivement crée un univers particulier, quoi, qu'on a moins à la Halle Saint-Pierre. Et on retrouvait justement dans le film, c'est ce qu'on peut voir à la Halle Saint-Pierre, c'est ce qui s'appelle sa sculpture Rap Dance. Rap Dance, c'est une valise qui s'ouvre, et là il y a une petite souris qui sort et qui joue de la musique. Et il y a il y a un tourne-disque aussi à l'ancienne. Enfin, c'est assez, c'est sûr qu'on sent le travail derrière qui nécessite toute cette perfection dans le timing. C'est un travail incroyable pour que tout soit aussi bien ficelé, quoi. Mais moi, je trouve ça, effectivement, même à la Halle Saint-Pierre, ça m'avait bien plu, quoi. Et on retrouve l'haltérophilie, l'haltérophile, ouais. Lui, il est au premier étage de la Halle Saint-Pierre, c'est un gros bonhomme avec des morceaux de fer, il a un slip léopard. Et donc, il va soulever ces haltères qui sont 2 pneus qui vont d'ailleurs tomber quand il retombe sur le sol. Non, mais il m'a énormément impressionné, cet haltérophile. Je veux dire que c'est complètement déglingos, mais ça fonctionne. On se dit, ça va se casser la gueule, d'une minute à l'autre, ça va exploser, ça va partir dans tous les sens, comme une grenade antipersonnelle, mais non, tout tient ensemble, malgré la gymnastique invraisemblable, auquel il se livre, quoi, cet haltérophile, avec des vrais haltères, mais on voit tout le mécanisme est à nu, il n'est pas caché. Donc tout ça participe de la poésie de ces sculptures animées, évidemment. Et là, cette haltérophilie ne serait pas animée, ça perdrait quand même toute sa valeur, je pense. Enfin, ce qui est quand même sympa de le voir dans ce vrai travail de mettre les poids, de s'arrêter sur les genoux, de tendre les bras. Enfin, oui, parce qu'il y a quelque chose dans sa gestuelle qui est propre, justement, qui n'existe nulle part ailleurs que dans ces sculptures animées. Il y a quelque chose de gauche, d'un peu déglingue, d'un peu saccadé. Et tout ça participe de l'œuvre, mais c'est indissociable évidemment de l'œuvre. Mais voilà, on est là dans un monde qu'on connaît. Enfin, si on n'a pas complètement oublié son enfance, voilà, c'est un petit peu, ça a rapproché de Guignol,
qui a aussi qui ont des attitudes. Vous savez, si vous avez vu Guignol, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Eh ben, il y a tout ce petit monde a des gestes aussi un peu comme ça, saccadés, un petit peu déglingués, un petit peu. Tu vois, c'est le monde des comment on les appelle, pas des poupées, mais les marionnettes. Les marionnettes, voilà. Ça, c'est la marionnette, alors là, qui grince, qui craque, qui est gauche un petit peu, qui désarticule, et puis qui fait du bruit, parce qu'il y a pas il met aussi de la musique parfois, mais il y a le bruit lui-même, le bruit de cette ferraille qui bouge. Des grincements, des chuintements. C'est toute une musique presque sérielle, quoi. C'est très très intéressant de ce point de vue-là aussi, évidemment. Voilà. Alors on en reparlera dans la suite de l'émission, mais il a évidemment aussi des pièces qui jouent de la musique. Et là, ça devient quelque chose de l'accordéon. Ah oui, l'accordéon, un énorme accordéon, c'est magnifique. C'est magnifique. Parce que en plus, alors voilà, c'est ça. Il y a la magie, si vous voulez, du mouvement, pour ceux qui aiment ça, ceux qui font pas trop d'efforts d'imagination pour animer les pièces qui seraient statiques, mais quand même là, en plus on a vraiment des œuvres d'art, parce que faut voir l'accordéon, la tranche de l'accordéon, il y a d'autres choses aussi avec des instruments, des guitares, des choses comme ça, trompette aussi, mais bon. Il faut aussi, on est aussi, comment dirais-je, fasciné un peu quand même par les sons et par c'est pas ce que je voulais dire, on n'est pas fasciné forcément par les sons, mais par la beauté de ces pièces qui bougent et qui produisent des sons. Voilà, il y a là une espèce d'ensemble qui fonctionne et là ça vous laisse quand même un peu sur le fondement. Hein. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a un extrait de son théâtre là de Cupidon et là c'est vrai que dans ce cadre-là, dans une petite salle, c'est peut-être un peu réducteur. Du coup, on l'a peut-être moins apprécié parce qu'il y a beaucoup de choses. Ouais. Ou alors ils ont voulu nous en mettre beaucoup d'un coup pour qu'on puisse imaginer ce qu'était l'ensemble. Et là, moi, j'ai trouvé que ça faisait presque vacarme. En fait, il y avait tout s'animait très violemment. C'était un peu trop, en fait. Un peu trop. Et ce que j'ai aimé, par contre, dans ce théâtre, c'est là où je crois qu'il a des panneaux décoratifs derrière. Et ce sont des couvercles de boîtes de conserve qui sont aplatis, complètement aplatis, qui sont reliés les uns entre les autres. Et ça, j'ai trouvé ça superbe. Non, mais je dois dire que plastiquement, c'est c'est très 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 beau. Voilà, tout simplement. Si on aime, évidemment, il faut pas aimer trop l'art classique. Hein, il faut savoir en sortir, mais parce que c'est très conceptuel en même temps. C'est très contractuel presque. Hein. C'est d'aujourd'hui, c'est pas d'hier. Hein. C'est même de demain, d'une certaine manière. Ça préfigure aussi peut-être le monde tel qu'il va évoluer avec tous ces robots, avec toutes ces choses qui s'animeront en appuyant sur un bouton. Hein, voilà. Ouais. Mais là, c'est vrai que le fait que ce soit de la récup, ça nous parle beaucoup de savoir que tous ces matériaux aient des vies et plusieurs vies justement. Oui, ouais. Alors je pense aussi il y avait c'est une danseuse du ventre. Ah ouais, ouais, ça me fait peur là, moi, c'est ce genre de choses. C'est une danseuse tronc, quoi. Elle a que le ventre et les jambes. elle s'anime comme ça. Ouais. Là, ça touche un peu au fantastique, hein, un petit peu à cette espèce de comment il y a des gens qui adorent les films d'horreur fantastiques et ça frôle quand même un petit peu ces choses un peu horribles qu'on voit dans certains films fantastiques. Ouais, même il y en a une, c'est la petite poupée là, c'est un lit, un petit lit en ferraille. Il y a une petite fille, donc c'est une tête de poupée et elle ouvre grand ses yeux. Elle a des choses, donc des fils là qui la retient aux yeux. Elle ouvre grand ses yeux et elle a une voix. Elle dit viens jouer avec moi. Enfin, et là c'est vrai qu'on est entre deux univers. On n'a pas envie de rigoler. On est un peu mal à l'aise malgré tout devant cette petite fille un peu en chemise de nuit blanche là qui est sur son lit. Et ça, c'est aussi ce que Gilbert Père était passionné par tout ce qui est cirque, fête foraine. Et on est un peu dans le cirque, c'est quand même toujours à la limite du malaise. Hein. Absolument, oui. Moi, je pense que les enfants rient plutôt nerveusement quand ils vont au cirque que de laisser éclater une joie franche
et sans arrière-pensée. Voyez-vous, comme moi je me souviens être allé enfant au cirque, et les clowns me faisaient une peur bleue. Je préférais presque les tigres dans leur cage avec un dompteur que de voir les clowns. Ouais. Il y a aussi, il y avait une sculpture, c'était un repas de fête. Hein, c'était une table avec des verres à pied. Et derrière, il y avait une danseuse qui était là, c'est un abat-jour à l'envers. Ça, moi, j'ai trouvé ça très joli. C'était un petit univers, une pièce bourgeoise. Hein, tout ça évoluait là dans cette représentation un peu de calme, de fête. Il y a ce daim là, comment il s'appelle, J'ai froid, ça c'est en bas. Non, c'est au premier étage sur la gauche là. Donc c'est un petit couloir et là en fait c'est le sol est recouvert de tas de briques et de brocs, de pavés, de choses un peu cassées. Et il y a des rails et ça fait un petit circuit ovale. Et là c'est un espèce de personnage avec des cornes de daim, hein, c'est ça, c'est des bois de daim, qui a un gros manteau et qui avance très très doucement et qui dit j'ai froid. Et là-dessus, ça fait un peu le blues. Hein. Ouais. Mais par contre, on n'est plus dans ces bruits dissonants. On est justement d'un coup dans quelque chose qui est très lent. Et l'animatrice du musée, justement, elle laisse, parce qu'on a très vite compris ce qui se passait, il fait le tour. Et en fait, elle le laisse faire le tour. Et je trouve que c'est pas mal finalement parce que ça pose. Voilà, on est là et on le suit tranquillement. Quoi. Ouais, c'est lui qui a les gros sabots là. Oui. Il y a le bruit des sabots et il y a sa voix, j'ai froid, avec ce gros manteau. Et puis donc toute l'installation après qui va avec, bien sûr. Quoi. Bien. Ouais, je sais pas si on peut parler, est-ce qu'il y avait d'autres... Il y a la scène de ménage aussi. Là, on le fera peut-être après, parce que après la pause musicale, non. Ah bon, ah oui, si tu veux, on peut... Ouais. Non, mais... Ce soir, étrangement, le chapiteau repose. La mort a fait main basse sur le rire des enfants. Le clown s'en est allé et la lune répand sur son lit les onguents de la métamorphose. La fanfare affligée et les cuillères en pleurs, les petits poneys blancs aux toupets de velours l'escorteront demain à grands coups de tambour sur la butte escarpée où sera sa demeure. Lui, drapé dans l'azur, irradier aux planètes naissantes et toutes pleines de vie, ça décantait le secret lourd et bleu des rires désenchantés qui sonnent en mineur les flonflons de la fête. Un cirque étoilé, tendu de nuées blondes, sous des soleils enfants aux rires incandescents, le clown fera revivre, ridicule et savant, les rires où sont cachés les détresses du monde, le rire du vieillard près de l'arbre à palabres, cassant comme un regret sous le poids d'un jour neuf, le rire du coulis éreinté comme un bœuf, ou le rire du fou affûté comme un sabre. Saltimbanque des rires, qu'une larme enchevêtre, il jonglera si bien le clown que l'infini refera le calcul de ses cosmogonies pour renouer les fils de ses pantins terrestres. Mais il taira le pire, le rire impardonnable, ce triste rire d'enfant si là que déjà vieux, pour qui le clown ira botter le cul des dieux, où qu'ils soient dans leurs Olympes improbables.
Ce soir, étrangement, le chapiteau repose. C'était Les Rires et le Clown, Yves Jamais. Oui, et pour moi, cette chanson d'Yves Jamais, que je trouve très belle, elle traduit bien ce que je ressentais pendant le parcours de cette exposition. C'est une espèce de poids, une espèce une espèce d'étouffement. Voilà. Mais évidemment, chacun, puis écoute, n'a pas du tout eu la même approche que moi. Alors, c'est dû à quoi? On va laisser savoir Charles. Voilà. Mais pour moi, c'est le syndrome de la halle Saint-Pierre. Voilà, il y a quelque chose dans cette halle Saint-Pierre qui chaque fois me perturbe un peu. Mais encore une fois, ce n'est pas pour déglinguer le travail de Gilbert Père. C'est simplement que, si vous voulez, je pense que c'est le parcours. Voilà, c'est le parcours d'une expo. Et je pense que les expos, comme les musées, comme toutes ces choses-là, sont nécessaires parce que ça nous permet de voir des œuvres d'art, mais ils sont pas à leur place là. Il n'y a pas de parcours idéal pour une exposition comme ça, je pense, parce qu'elle est pas. C'est toutes ces pièces les unes à côté des autres qui en fait ne forment pas un univers. Ils dispersent un petit peu les créations, mais il n'y a pas une unité, si vous voulez, qui s'installe. Il n'y a pas eu, à part ce que je ressens moi comme atmosphère oppressante, mais c'est tout. Alors que dans un film dans ce film de Genet là, ça prend vraiment une dimension. Toute la dimension que ça devrait prendre dans une expo comme ça, voilà. C'est peut-être Genet qui aurait dû la monter, cette expo, plutôt que je sais pas qui. Ouais, non, mais c'est surtout, oui, effectivement, comme on peut pas accéder aux pièces tout seul, on peut les regarder. C'est vrai peut-être qu'on aurait dû aussi reprendre le temps après de refaire un tour. Bien sûr, mais sans les voir animés, simplement pour profiter des objets. En même temps, c'est vrai que je pense que dans l'idée de Gilbert Père, la musique et le bruit et l'animation sont indissociables de son travail. Non, bien sûr. Pour lui, c'est vraiment un tout. Et par exemple, je pense aussi, il y a eu 2-3 animations de danse, où on voit par exemple, il y a une scène de danse de rock. C'est une jupe, d'ailleurs, c'est repris aussi dans le film de Genet. C'est une jupe qui s'anime et un pantalon. C'est là, il danse le rock. Et moi, je trouve qu'il y a quand même, il y a une belle énergie là-dedans. Enfin, à chaque fois, il y a quand même quelque chose qui arrive à sortir de chaque scène. Oui, après, sûr. effectivement, c'est ce qu'on n'aime pas, c'est être obligé de prendre les choses tout rapidement, de pas être à notre rythme. Surtout toi qui aimes bien faire les choses comme tu l'entends. Là, c'est effectivement pas possible. Non. Mais si on arrive à s'extraire de ça, ce qu'arrivent à faire plein de gens, je pense que toi, tu as une réception particulièrement forte des choses, tu vois. Et si on peut rester un petit peu plus à distance, on arrive à chaque fois à s'immerger dans l'animation, quoi. Ouais. Je crois que ce qui manque, c'est, je l'ai peut-être répété, je l'ai peut-être dit déjà depuis tout à l'heure, mais c'est une histoire, voilà. Ça aurait dû être comme une histoire. On aurait dû se promener comme dans une histoire. Or que là, de mon point de vue, en tout cas, c'est morcelé. C'est plein de petites choses qui bougent, qui font du bruit, de la musique, etc. Mais il n'y a pas un lien il n'y a pas de fil rouge, voilà. C'est le fil rouge, hein. Il me semble qu'il y a dans le film, évidemment, de Genet. Ouais, quoi, voilà. ouais. Ah ouais, il y a des objets, effectivement. À un moment, c'est un tricycle d'un coup qui traverse, qui fait un circuit. Il y a des choses un petit peu gags, comme là où il faut mettre, je sais plus si c'est 1 euro, c'est dans ces 10 centimes. C'est Léo Castelli qui est en voyant, donc c'est une petite boîte et en fait c'est comme les machines à sous, quoi. On peut gagner. Bon, nous on n'a pas vu de gens qui avaient gagné, mais on n'était pas nombreux. Il paraît que tous les jours il y a au moins quelqu'un qui gagne. Qui gagne rien, mais bon, voilà. Oui, mais c'est trop disparate, quoi. Voilà, c'est ça le mot pour moi, en tout cas. T'as la partie de cartes, je sais pas si tu te souviens, la partie de cartes truquées, c'est Saddam Hussein et c'est qui sont là tous les deux. Effectivement, t'en as un qui a un roi de cœur et je crois t'as un roi de pique et l'autre qui a l'as de cœur. Enfin, la partie de cartes est truquée dès le départ. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, mais ça doit pas vous inciter à ne pas y aller, hein. Ah non, je pense qu'il faut aller voir. Non, c'est quelque chose de quand même de très intéressant, mais qui, du point de vue, si vous voulez, de la présentation,
pour moi, à ce défaut d'un manque d'unité, quoi. C'est trop côte à côte, mais sans lien vraiment les uns entre les autres, avec les autres. Il n'y a pas une histoire, moi. Ce qui me manque, c'est ça. Et pour ceux qui aiment alors toute la partie technique, mécanique, il y a pas mal de dessins aussi affichés autour, tous ces dessins préparatoires. Ouais. Moi, je ne les ai pas tellement regardés, mais je pense que ça peut... Il y en a que ça peut intéresser de voir comment se construit justement tous ces objets, quoi. Puis probablement qu'il y a un catalogue où il y a ces dessins qui sont reproduits, puisqu'ils sont dans l'expo. Et si pour les amateurs, pour les fanatiques de la bricole, ça peut aider. Ouais, donc voilà, on a fait à peu près le tour de cette expo. Moi, ça m'a fait penser à petite échelle à tout travail de Royal Deluxe. Royal Deluxe qui font des machines. Alors eux, c'est des machines monumentales qui servent justement aussi de décor de pièces de théâtre. Voilà, ils sont au service d'une initiative théâtrale, mais ils sont pas comme ça. Arrivés comme des cheveux sur la soupe. Ouais, mais je les avais vus, les machines de Royal Deluxe. Il y avait une grande exposition à la verrière du Grand Palais. Là, c'est des machines gigantesques. Et effectivement, c'est pareil. On allait d'une machine à l'autre et elles étaient animées. Mais moi, ça m'avait bien plu parce que c'est assez fascinant. Enfin, le mouvement a quand même quelque chose de fascinant. Oui, non, mais bien sûr, non, sans doute. Bien, on va passer donc maintenant, ma camarade, si vous le voulez bien, aux expositions. Alors les expositions, on peut rappeler donc l'exposition dont on parlait la semaine dernière avec notre invitée Karine Breccia. Elle expose donc à Montigny-les-Cormeilles, c'est à l'espace Corot, ça s'appelle la Maison des Talents. C'est 8 grandes rues, donc c'est le mercredi, le samedi et le dimanche de 15h à 18h où elle fait des permanences et elle parle, voilà, vous pouvez discuter avec elle. Nous, on est allé voir son boulot, on a été séduits par l'arrivée. Bon, la gare, c'est une petite trotte d'un quart d'heure quand on vient de la gare, de la Frette Montigny, et après on arrive dans cet espace Corot qui a été retapé, qui est absolument magnifique, et Karine donc a exposé tout son travail. C'est gai, c'est coloré, c'est sympa à regarder, on a envie, quoi. Il y a le centre de Montigny qui est sympa, ça fait petit village, quoi. Oui, tout à fait, dans beaucoup de choses comme ça dans la région parisienne, pas trop loin de Paris en tout cas. Et en même temps, on était intrigués pourquoi l'espace Corot. Alors on se disait, c'est peut-être que Corot, il a vécu là, avant c'était un estaminet du temps de Corot. Et on a eu l'explication par l'adjoint à la culture de Montigny, que c'était, si vous voulez, Corot, il s'était mis en face de l'estaminet, c'est-à-dire le dos, l'église dans le dos, et il avait peint donc cet estaminet, et c'est Robert Hue, vous m'en direz tant. C'est à New York, oui, à Washington. À Washington, au musée de Washington, qui a vu, si vous voulez, la peinture de Corot, c'est estaminet, mais qui a dit, mais bon Dieu, mais c'est bien sûr, comme l'inspecteur Bourrel dans les 5 dernières minutes, mais je connais cet endroit. Et effectivement, c'était l'estaminet de Montigny, comme Robert était de Montigny, donc voilà. Et alors, ils ont eu l'idée, quand ils ont voulu faire un espace culturel à Montigny, de baptiser, si vous voulez, cet ancien estaminet, qui n'a plus rien à voir maintenant avec un ancien estaminet, qui est très clean, voilà, l'espace Corot. Et voilà, on a toute l'explication. On était contents, on avait fait notre petite enquête. Et voilà. Bon, c'était sympa surtout de voir le travail de Karine, qui vraiment qui bosse comme oui, elle bosse vraiment. Voilà, animée par la passion, comme tu dis. C'est pas une dilettante, pas du tout. Voilà, et c'est toujours de rencontrer des gens passionnés. C'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde, quoi, de rencontrer au moins une fois dans sa vie des gens passionnés ou quelqu'un de passionné par son travail. Et dans le cas de Karine, c'est par la création picturale, voilà, après avoir été cinéaste, après avoir beaucoup écrit, voilà, et il n'est pas exclu qu'elle retourne aussi un jour au cinéma et qu'elle écrive à nouveau des scénars, mais bon, pour l'instant, c'est la peinture,
Et on est bien content pour elle. Hein. Ouais, alors c'est pareil, il y a l'exposition de Sabine Capel. Sabine Capel, elle expose donc à Noisy-le-Sec dans une épicerie-resto qui s'appelle La Popote. C'est 54 rue Jean Jaurès à Noisy-le-Sec, c'est jusqu'au 1er avril. Et elle expose des portraits, et une expo qu'elle a appelée des portraits comme des mots. Hein. Voilà, quand on prend un pinceau, on a le sentiment que les choses se délient, deviennent plus faciles, et pourtant on ne sait pas ce qu'on veut dire, on ne sait pas exprimer ce qui nous habite. Les mots, on ne les trouve pas, mais la peinture nous guide à travers les mots. Voilà, ce qu'elle dit entre autres de son exposition. Et c'est pareil, c'est une quinzaine de portraits vraiment à découvrir. Hein. Et à découvrir aussi cet endroit, la Popette, là. Et nous, on est à l'heure du déjeuner un peu. On n'a pas déjeuné, hélas, mais bon. Il y a une bonne odeur de bouffe qui est pas du tout une odeur de resto, vous voyez, c'est une odeur plutôt de bouffe familiale, vous voyez, aussi je peux m'exprimer ainsi. Non, c'est un endroit assez convivial, voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, ça vaut le coup peut-être de déjeuner ou de dîner dans cet établissement qui s'appelle La Popette. Ouais, donc il y a l'exposition forcément de Gilbert Père, dont on parlait là, hein, qui est à la Halle Saint-Pierre et qui est prolongée jusqu'au 23 avril. Donc ça laisse encore un petit peu de temps pour s'y rendre. Merci. Il y a Mireille Baltard, on en a déjà parlé aussi. Ça, on n'a pas encore été voir son travail parce qu'il est à côté de Dunkerque, il est à Gravelines, au musée du dessin et de l'Estampes. C'est jusqu'au 29 mai. Peut-être on ira. Moi, ça me fait bien envie d'aller voir son travail. Elle grave sur du carton, avec des personnages qui ont des lignes qui m'intéressent, et des fonds intéressants, des couleurs aussi. Ouais, puis on pourra peut-être trouver un petit resto où il y a du maroilles. Il y a l'exposition, c'est public-privé, c'est jusqu'au 8 avril. Alors ça, c'est entre Limoges et Moutier. Il y a pas mal de manifestations. On peut parler de celle du 18 mars, hein, qui est au CIRA. Le CIRA, c'est le centre de recherche sur l'anarchie. À Limoges, donc il y a des rencontres, débats, il y a des expositions, il y a un programme un peu plus détaillé en lien sur notre blog. Il se passe des choses donc dans une galerie qui s'appelle la galerie IF. Il y a une librairie aussi à Émoutier qui s'appelle la librairie Passe-Temps. Moi j'ai vu, c'est une petite librairie sympa devant la halle du marché. Donc il y a le CIRA Limousin qui est à Limoges, avenue de la Révolution. Il y a aussi la bibliothèque de Limoges, rue Marcel Vardel. Et chez Pierre-Jacques Jacquemin, rue Élie Berthet. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, ou alors pourquoi pas aller y passer quelques jours. Après, il y a pas mal de balades à faire dans le Limousin, sur le plateau des Mille Vaches. Ça peut être l'occasion de se cultiver, de se promener. Et à Émoutier, pas l'espace Robérol, hein, c'est vraiment à voir. Et il y a l'espace Robérol, bien sûr. Et il y a une expo qui est l'expo de Karen Appel, qui a déjà commencé qu'au musée d'art moderne de la ville de Paris. Voilà. Oui. Donc on va aller visiter pour faire, je pense, la prochaine émission sur le travail de Karen Appel. Voilà. Alors il y a beaucoup d'autres expos dont on parlera petit à petit. Il y a Gildas à Pontoise là, qui nous parlait de l'expo Pissarro. Pissarro a 3 ou 4 lieux d'exposition là en ce moment. Il est au musée du Luxembourg, au musée Marmottan, et à partir du 19 mars, il est au musée au musée Tavet à Pontoise avec son œuvre, principalement son œuvre gravée. Et à côté, il y a le musée, donc il y a le musée aussi de Pontoise qui vient de réouvrir ses salles avec un nouvel agencement. D'accord. Bien, et puis on passe donc au culturel de la semaine. Tadam, tadam, avec un film de Christian Chau, oui, et dont l'actrice principale est Paula et Carla Jury. Voilà, donc Paula, comme effectivement Paula Modersohn-Becker, hein, c'est la vie de cette jeune artiste allemande. On en avait parlé parce qu'elle a été, il y a eu une exposition sur son travail justement au musée d'art moderne qui nous avait énormément plu. On avait découvert qui était cette Paula Modersohn. Hein, c'est une femme précurseur quand même, une femme peintre précurseur qui a été peu reconnue. Hein, qui a vécu qui a eu une vie courte, qui a eu du mal à percer. Et là, ce film, en fait, nous montre nous la montre entre 20 et 31 ans, parce qu'elle va mourir jeune à 31 ans. Donc toute cette vie, aussi bien là où elle habitait avant, dans la colonie d'artistes en Allemagne à Wörwerde, que après quand elle monte à Paris, qu'elle s'imprègne de toute cette vie parisienne et artistique qui va lui permettre de créer, quoi.
Voilà, c'est bouleversant, hein, moi, en tout cas pour moi. C'est une très belle actrice que je trouve, au contraire de Piquet-Coup, proche de la vraie Paula. C'est vraiment... oui, on voit... Moi, ça m'a bouleversé, et en même temps, si vous voulez, parce qu'on ressent encore là la passion, voilà. Comme vous en parlez pour Karine, on ressent la passion de cet artiste. C'est bien traduit dans le film, en tout cas. Et c'est ça qui m'a vraiment touché. Voilà, et de sa vie vraiment si brève, et voilà, elle savait en plus, c'est curieux ça, elle savait qu'elle allait mourir jeune et qu'elle avait pas de temps à perdre, quoi, qu'il fallait qu'elle se bagarre, mais en même temps la conduite machiste des peintres du milieu artistique de cette époque, en Allemagne en tout cas, en France certainement aussi, voilà. Mais elle en a beaucoup souffert, en tout cas en Allemagne. Faut voir. C'est vraiment révoltant de voir le comportement du milieu dans lequel elle était, une colonie d'artistes, là, où les mecs étaient vraiment enfin, pas tous, mais bien sûr, parce que son mari, elle l'a connu là, dans cette colonie d'artistes. C'était pas un abruti comme la plupart des autres, voilà. Mais bon, il y avait quand même au début du XXe siècle, parce que ça se passe au début en 1905, je crois, quelque chose comme ça. Il y avait encore, c'était bien, le machisme était encore bien prospère, voilà, même dans le monde artistique. Et ouais, ça, La difficulté à être une femme peintre et à vouloir s'exprimer d'une manière non conventionnelle, justement. Voilà. Être simplement une femme avec du caractère, quoi, voilà, qui n'est pas une femme soumise. Bon. Ouais, alors c'est vrai que moi c'est un film qui m'a touchée énormément, même si au départ j'avais quelques réticences dans les premières images. C'est rigolo. Les premiers plans m'ont un peu interrogée. J'avais l'impression d'être dans quelque chose d'un peu factice. Et puis petit à petit, on se laisse submerger justement par cette femme, par son envie de peindre, d'être reconnue. Enfin, pas d'être reconnue, pas d'avoir ses prix, mais simplement de pouvoir exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer sur la toile, quoi. Ouais. Puis cette envie de vivre, quoi, complètement, sans barrière. Et puis il y a aussi un film anglais, We Want Sex Equality, de DJ Cole, pardon. Voilà, c'est un film sur un combat de femmes en Angleterre, d'ouvrières, pour l'égalité des salaires hommes-femmes. Voilà, moi ça m'a bouleversé, c'est passionnant. C'était sur Arte, évidemment, et on peut même pas l'avoir en replay, c'est dommage, parce que on voit évidemment un combat victorieux. C'est une histoire vraie, hein. À la fin du film, on voit ces héroïnes un peu plus âgées, quoi, quand même, mais d'une toute petite nana, mais vraiment haute comme 3 pommes à genoux, toute fine, et qui se bat comme un mec, si on peut dire, même mieux qu'un mec, parce qu'il faut voir d'où elle vient et ce qu'elle arrive à faire. Voilà. Elle arrive à se mettre même dans la poche la première ministre de Harold Wilson, pas la première ministre, la ministre du Travail du gouvernement d'Harold Wilson. Voilà, c'est avant la mère Thatcher, évidemment. Et où on voit aussi, si vous voulez, les hommes qui sont pas convaincus que les femmes doivent toucher le même salaire qu'eux. Voilà, elles sont arrivées à les convaincre, hein, parce que par force, voilà. Non, c'est vraiment un film passionnant sur la bagarre des femmes, des ouvrières, pour une égalité réelle des salaires. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à avoir à peu près 92% du salaire des hommes. Voilà, c'est ça. Alors qu'avant, c'était la moitié. Et puis, après, Dominique... Ah oui, après, moi, je me suis procuré... une fois, j'étais allée dans une librairie, justement, il y avait un petit bouquin qui m'a tendu les bras. C'est un bouquin de Simone Veil qui fait une quarantaine de pages, peut-être, qui s'appelle « Notes sur la suppression générale des partis politiques ». Donc je me suis dit, il faut, en période électorale, il faut absolument acheter ce petit bouquin. Donc c'est Simone Veil, de la philosophe, celle qui est morte en 43, qui est morte jeune, qui a écrit ce petit bouquin en 40. Elle était à Londres et elle analyse ce pourquoi les partis politiques, par leur façon d'être, leur constitution, en fait,
ne peuvent pas fonctionner, ne peuvent pas aller vers quelque chose de bien. Voilà. Donc c'est un petit bouquin qu'il faut lire tranquillement, qu'il faut relire, et je pense j'en ferai un presse-papier prochainement en lisant quelques extraits. Ouais, tout à fait. Non, moi je l'ai lu un peu trop vite parce que mais j'ai bien conscience que c'est quelque chose qu'il faut avoir à côté de soi de temps en temps le ressortir, mais c'est en même temps, on peut le dire, bien que le mot soit un peu galvaudé, révolutionnaire, même pas qu'à cette époque, mais même aujourd'hui, quand on lit ça en ce moment avec l'actualité de ces futures élections bidons là, pour la présidence bidon d'une république bidon, une démocratie bidon, on est vraiment là conforté, si vous voulez, en lisant ce bouquin, pour ne pas aller voter, en tout cas pas donner notre voix à ces gonfle-bouffis qui nous la demandent. Voilà, parce que quand on voit ce qu'ils en font, on est un peu perplexe, pour parler gentiment. Voilà. Et Simone Veil, c'est très jeune philosophe. Elle est morte à peu près comme Paula Modersohn, à peu près le même âge, une trentaine d'années. Voilà, qu'elle ait tout compris si jeune et qu'elle l'ait traduit par ce bouquin, c'est assez formidable, on doit dire. Encore là, c'est des mots qui ne veulent pas dire grand-chose, formidable, extraordinaire, etc. Ouais. Mais ça nous apprend au moins à avoir les yeux ouverts. Ouais, c'est un petit texte, le bouquin il coûte 5 €. C'est une belle édition, je ne sais plus quelle édition c'est un beau papier. C'est très beau papier parcheminé un peu. Et Verger. Verger, voilà. Et ça coûte 5 €. Et sinon, on peut le trouver sur Internet, pourquoi pas, si on ne peut pas les mettre, si on peut acheter le bouquin. Voilà. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins, parisiens de la misère, les heureux même sont tremblants, la mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain, les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront,
pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusqu'à quand les champs de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. La semaine sanglante, Francesca Solville.